tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Credit Management dans ta poche. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 5 sur l'email de relance, les enjeux et les intérêts de ce dernier. Et pour parler un petit peu plus en détail de ce sujet, j'accueille une nouvelle fois notre cher ami Jérémy. Salut Jérémy, ça va ? Salut Colline, écoute, ravi de participer à nouveau à ce superbe moment de podcast, épisode 5. Ouais, ça fait 2 mois qu'on ne s'était pas vu. Mais oui, ça va à une vitesse, j'en reviens pas. Ouais, t'as vu ça, on est déjà à l'épisode 5. C'est dingue, c'est dingue. Incroyable. Et dire qu'il y en a 200 en plus. Comment ça, 200 ? Moi, j'étais pas au courant, hein. Mais écoutez, si tu veux. Alors, dis-moi Jérémy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'un email de relance ? Un email de relance. Alors bon, c'est une bonne question. Alors, un email, c'est un message écrit qui est envoyé via un réseau informatique et qui arrive dans une boîte aux lettres électronique. C'est presque un subtil mélange de concepts ancestraux, la boîte aux lettres, et de notions plus récentes et dynamiques, la notion d'électronique, d'informatique. Voilà ce qu'est un email de relance. D'accord. Donc ouais, c'est effectivement la même chose que quand vous recevez un courrier, sauf que cette fois-ci, c'est par mail. C'est ça. Mais alors, en fait, c'est vrai que c'est par mail. Et là, on parlait en plus d'email de relance. Tout de suite, on a zoomé sur la notion de relance, mais ça peut être un email de bienvenue, d'échange. Il y a tout type de mail. Hein. Là, c'est vrai que là, on est... C'est ça. Vous n'êtes pas perdu. C'est bien le genre d'email que vous recevez sur votre boîte mail. Et donc, à partir de combien de temps, je parle surtout des emails de relance par rapport à du credit management, donc à partir de combien de temps est-ce qu'on peut l'envoyer, cet email ? Alors, tu veux dire vraiment dans le cadre d'une relance client, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, c'est vrai que le timing est vraiment crucial dans l'envoi d'email de relance. Il est important de trouver le bon équilibre pour éviter d'être soit intrusif, soit d'être... plus ou moins ramollo, entre guillemets aussi, hein, donc garder une bonne rythmique. Donc l'envoi s'appuie sur différents critères. D'une part, à qui j'écris, quel est mon client, quel est le motif de l'envoi de mon email, à quel moment finalement même dans la périodicité ou par rapport aux enjeux qui entourent tout le business, je le fais, potentiellement qui je vais mettre en copie. Donc il y a beaucoup de facteurs qui viennent interagir pour déterminer en fait le timing et quelque part je dirais l'enveloppe globale. Alors ma réponse elle est un petit peu floue parce que je peux pas dire clairement pour relancer un client vous devez le faire à telle date. Il y a une grande approche qui se fait au niveau de des fois est-ce que je suis en amont du retard, si on parle vraiment de relance client, et là je suis en ce qu'on appelle en préventif ou en relance avant-gardiste, ou est-ce que je suis en aval et il y a déjà du retard échu, l'échéance étant dépassée. En gros, pour faire simple, s'il y a du retard, le plus tôt possible. On va dire quand même. Voilà, parce que de toute façon, si un client vous doit une somme d'argent à une échéance déterminée et qu'il n'a pas respecté son engagement contractuel, vous pouvez le relancer sans hésiter le plus tôt possible. C'est pas la peine d'attendre 2, 3, 4, 5, 10 jours, comme font certains. Et s'il n'y a pas de retard et que vous êtes en amont de la date d'échéance, à ce moment-là, il faut plutôt être assez proche de l'échéance, c'est-à-dire à J-3, J-5, pour enclencher l'action chez votre client et qu'ils se disent pas tiens on me parle d'une facture que je dois fin du mois, on n'est que le 3 du mois, j'ai du temps et donc quelque part de quoi me parle-t-on ? Ok. Effectivement, oui, c'est vrai que le plus tôt est le mieux dans ce cas-là parce que plus on attend, plus on court de risque de ne jamais être payé en fait. Exactement. Et donc, tu nous en as parlé un petit peu de cet email de relance préventif. Est-ce que tu peux nous dire, ça va être quoi la grande différence entre lui et les autres emails de relance qui vont venir donc après la date d'échéance? Alors, l'email de relance préventive, alors déjà, c'est vrai que j'aime pas tellement l'association de la notion de relance et de préventif parce que finalement, c'est juste une vérification, un message, c'est la vérification de l'état des choses, la confirmation des prochaines étapes, c'est s'assurer que éventuellement la facture est bien arrivée, c'est s'assurer que la prestation ou le matériel a bien été livré. Donc c'est finalement une démarche, je dirais, d'anticipation pour apporter au client en fait une visibilité sur ce qu'il devra payer si tout est bien conforme.
Voilà, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de relance préventive et donc d'emails de relance préventive. C'est presque un abus de langage et quelque chose qu'on a tendance à avoir mis dans les règles, mais c'est plus un échange en amont avec ses clients pour leur rappeler voilà l'existence d'un paiement à réaliser compte tenu du crédit qu'on a accordé dans le cadre du B2B et qui peut faire en sorte que certains process de validation sont plus ou moins longs et c'est s'assurer que tout soit bien respecté. D'accord, donc au final ce serait plutôt un email informatif avec voilà, vous avez telles échéances, est-ce que tout est bon de votre côté? C'est exactement ça. D'accord. C'est un petit peu comme quand nous on reçoit nos appels de loyer en fait. Voilà. C'est exactement ça. Si vous avez besoin d'une petite métaphore, c'est exactement ça. Et donc, en moyenne et surtout dans l'idéal, combien d'emails de relance est-ce qu'on va envoyer à un client? Alors là, les questions sont compliquées, hein, parce que c'est vrai que finalement, on a tendance à vouloir trouver des règles absolues. Le nombre idéal d'emails de relance, je dirais, n'existe pas vraiment. Hein. Il dépend là aussi de plusieurs facteurs, notamment le type de relation commerciale, la nature de la demande ou de la transaction, les pratiques de communication dans votre secteur. Donc, je dirais, c'est l'objectif finalement d'un email, c'est pas l'envoi d'email, c'est soit d'être payé, si on parle toujours de relance, soit d'avoir une réponse. Donc en fait, on peut se dire, voilà, si j'ai bien en tête ces deux objectifs, l'email devient juste un moyen de communication pour déclencher un comportement chez le client qui va soit déclencher lui-même un paiement, soit potentiellement vous répondre. Donc, je dirais, dans certains cas, et bien heureusement, certains clients n'ont pas besoin d'être relancés parce que finalement, ils respectent les échéances et ils payent dans les délais. Et là, c'est top. Ouais. Dans d'autres cas, certains ont besoin d'un petit rappel juste pour leur dire attention et n'oublie pas que. Je reconnais, c'est moi. Et dans certains cas, c'est vrai qu'il faut avoir une espèce d'approche qui soit un petit peu crescendo, c'est-à-dire que finalement que le client sente que s'il ne paie pas, il va être amené à devoir potentiellement payer des pénalités ou avoir sa limite de crédit revue à la baisse ou si on va jusqu'au bout, potentiellement une mise en demeure avec un contentieux. Donc toute cette dimension qui peut quand même ternir une relation commerciale et faire en sorte que le client puisse se vexer. Alors là aussi, quand je dis ça, l'idée c'est surtout pas de dire je relance pas parce que sinon mon client va se vexer, donc finalement je suis pas payé, c'est mieux, ça reste un client satisfait et moi j'ai pas mon cash. Donc là on a tout faux. L'idée c'est de trouver ce bon compromis. Donc le nombre d'emails à envoyer dépend vraiment de ces facteurs pour essayer de trouver le juste équilibre entre vous me devez cet argent et en même temps on garde des relations saines puisqu'il n'y a pas de litige, tout a été traité, on était d'accord sur le prix, c'est donc une créance dite liquide, certaine, exigible. Donc vous avez le cash, vous me payez et puis on poursuit le business ensemble. C'est ça. Et les 3 mots que tu nous as donnés sur le type de créance, ils sont super importants. Parce que justement, c'est ce qui va définir si vous avez le droit ou non de réclamer votre créance, votre argent. Mais ça, on en parlera une autre fois. Et donc, dans cet email de relance, dans le meilleur email de relance qui puisse exister, oui. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? Alors là, c'est vrai que c'est extrêmement important parce que finalement, on parle de l'email, tout le monde les utilise. Je crois, grosse maille, hein, qu'on estime à plus de 270 milliards de mails envoyés dans le monde chaque jour. Et ça, on a beaucoup qui sont en non-lu dans ma boîte. Ça va même au-delà des SMS, hein, puisqu'on est proche des 200 milliards des SMS, donc on sent que le média de type email est le plus utilisé au monde. Après, maintenant, comme tout, il y a un art en fait pour vraiment faire un bon email. Et d'abord, c'est l'objet. L'objet du mail est un élément essentiel. En fait, il s'agit de la deuxième information après l'expéditeur que va voir votre interlocuteur. Donc en fait, c'est vraiment clé d'avoir un objet qui soit bien structuré, utiliser des mots clés, mettre en avant l'essentiel, susciter la curiosité, éviter le roman fleuve du style une phrase qui n'en finit pas. On n'est pas en train d'écrire un roman dans un objet et ne pas
utiliser de mots de type urgent, relance, énième relance, impayé. C'est vrai. Donc tout ça, c'est vraiment, ça paraît basique, mais quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, on voit déjà qu'au niveau de l'objet, beaucoup ont tout faux. Oui. Malheureusement, écrire un email, c'est parfois un art en fait, tout simplement. Ouais. Et ne pas utiliser des mots qui puissent faire en sorte que l'email se retrouve dans les spams, ça devient de plus en plus compliqué. Exactement, c'est vrai. Donc une fois qu'on a travaillé l'objet, on arrive donc au texte ou ce qu'on appelle le corps de l'email. Donc la personnalisation de l'email reste en pole position dans la relance réussie. Il faut montrer à votre interlocuteur que vous le connaissez. Il faut essayer de tisser un lien avec le destinataire. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez ou si tu te souviens en cours de français, de rédaction, tu sais, fallait structurer ton texte avec une introduction, un développement. Alors je ne sais plus si c'est comme ça maintenant encore. Petite dissertation. Les entités synthèse, super. C'est ça, de ne pas faire de longues phrases compliquées, toujours penser simplification. Il faut donner de l'espace, de la liberté dans votre présentation en aérant le texte. Et surtout, aucune faute d'orthographe ou de syntaxe. Une ponctuation adaptée. Donc tous ces éléments peuvent paraître, évidents, mais là encore, quand on regarde des fois certains mails qu'on reçoit ou même certains textes qui sont publiés, on voit que ça n'a pas été respecté et inconsciemment, ça amène le lecteur à ne pas respecter ce qui a été écrit, à pas forcément le comprendre et du coup à ne pas aller plus loin que le simple fait de dire tac, suivant. Et ouais, surtout que maintenant, on a beaucoup d'outils, je pense surtout à tous les outils qui sont liés à l'intelligence artificielle, qui permettent de faire passer notre texte dessus et qui vont tout de suite te dire si tu as des fautes d'orthographe, si tu as des fautes de grammaire, s'il y a des phrases qui peuvent être raccourcies, rallongées, mieux dites. Et ça, c'est quand même franchement utile et on devrait mieux de tous mieux l'utiliser et l'utiliser plus souvent parce que quand bien même on fasse de notre mieux, on reste humain et un texte qu'on écrit, même si on le relit, parfois il y a des fautes qu'on ne verra jamais en fait. Ah mais tu as tellement raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu parles de l'IA un peu, qui s'introduit de plus en plus dans la vie, dans le quotidien, et prendre l'IA comme un partenaire pour s'améliorer et éviter effectivement soit les fautes d'orthographe, soit les tournures, ou même donner des idées sur comment je pourrais dire telle chose de façon un peu plus un peu meilleure, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, parce que souvent c'est mieux, c'est fondamental. C'est comme celui qui voudrait faire des calculs et qui se dit je vais pas utiliser Excel et je vais faire ça sur mon papier à côté, quoi. Donc à un moment donné, introduire l'IA comme un partenaire pour améliorer sa façon même de rédiger ou sa structuration, c'est aussi un axe clé. Ouais. C'est ça. Mais il reste une étape, la dernière, parce qu'on parlait de structure, rédaction, c'est la conclusion. Ah bah oui. Et la conclusion du message, parce qu'en fait finalement l'email, on le prend bien comme ça. Hein. Donc vous avez l'objet, vous avez le corps du mail, et quelque part à la fin, comment vous allez conclure, comment je termine mon mail. Si on parle de l'esprit, si on essaie d'imaginer les choses, je demande une confirmation, par exemple dans le cas d'une promesse de règlement. Je demande une réponse dans le cas d'un litige identifié. Je peux demander un paiement dans le cas d'une relance toute simple. Et donc, c'est cette notion de conclure et d'amener l'autre à l'action qui peut faire en sorte que vous allez avoir un taux de réponse et un taux, je dirais, de réussite majeur. Ouais, on essaye d'éviter de conclure notre email par bisous, bye. Voilà. Franchement, je pense que le client, vous pouvez le faire avec vos amis, mais je suis pas sûr que votre client va être ravi de recevoir ce genre d'email. Non, mais c'est ça. Et du coup, on arrive finalement à 4 catégories de mails de relance. Et ça vraiment, j'ai envie de le partager avec nos auditeurs parce que c'est les mails de relance dont la structure sera figée, mais parfaitement rédigée pour des envois en automatique. Donc en gros, là, finalement, j'ai pensé ma matrice et ça part tout seul quelque part, donc avec une stratégie derrière. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les outils de pilotage du post client. Les mails personnalisables, donc qui sont davantage orientés pour vos clients stratégiques. En gros, finalement, je vais prendre un tout petit peu de temps
pour amener le fine-tuning qui va bien, mais pour dialoguer et toucher directement mon interlocuteur. Ouais, bah c'est surtout utile quand on connaît la personne en face. On va pouvoir mettre son prénom, on va pouvoir, mine de rien, parler un petit peu de manière un petit peu plus informelle, lui demander comment ça va, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas forcément faire dans un email automatique. Exactement. La troisième catégorie, et qui est un peu méconnue, c'est les mails interactifs. Okay. Donc en fait, l'email interactif, il amène un service à votre client en lui permettant finalement de se décrocher sur une page digitale dans laquelle il va retrouver son compte. Donc ça, c'est vraiment et tu parlais d'IA tout à l'heure, c'est vraiment comment je mixe le digital avec quelque part le côté presque un peu ringard maintenant que peut avoir un email, malgré tout. Et donc, comment je vais combiner ces deux axes pour faire en sorte que quand je relance mon client, je lui apporte un service. Et avec l'email interactif, j'ai vraiment cette capacité à transformer la relation client comme un service client. Donc ça, c'est clé. Et la dernière catégorie, en fait, malheureusement, c'est le mail de suivi de litige. Ouais. Celui qui fait que il y a un dysfonctionnement et je dois être en mesure de le capter. Alors, soit email tourné vers mon client, mais aussi beaucoup de mailing en interne. Donc là, on change d'interlocuteur, on vient quelque part aller chercher les clients internes que sont potentiellement l'ADV, le commerce, la logistique. Et il faut aussi être en mesure de savoir communiquer avec eux pour leur poser les bonnes questions et les inciter à participer à la résolution. Donc c'est ces 4 catégories qui font la vie du mail. Ces 4 belles catégories, je pense, couvrent un petit peu tout le type d'emails qui peuvent être envoyés dans le cadre du recouvrement. Et enfin, la dernière question que j'ai à te poser, Jérémy, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager concernant un email de relance ? Alors, en fait, si, j'ai une petite anecdote. Une fois, je reçois un email. J'ai travaillé dans le passé dans une grosse multinationale et on avait certains gros clients, mais vraiment des importants. Et là, il y en avait un qui était particulièrement mauvais payeur, qui commandait beaucoup, mais qui payait peu, on va dire. Okay. Et je reçois un email d'un des commerciaux. Il y avait plusieurs personnes en copie et j'avais pas fait attention que dans les personnes en copie, il avait intégré le client. Donc ça aussi, c'est un piège de l'email, c'est que finalement, attention, quand vous faites des répondre à tous, comme on dit, vous pouvez avoir des fois des surprises. Et cette surprise, regardez bien. Et là, il y avait donc, effectivement, il me parlait de ce client, et moi, je lui réponds à lui, donc en mettant tout le monde en copie, dont le client. Bah écoute, voilà, j'ai décidé de revoir sa limite de crédit à la baisse. On va potentiellement revoir son délai de paiement aussi, raccourcir ses conditions de règlement. Et si réellement il paie pas ce qu'il doit, je devrais déclarer, puisqu'on était assuré chez un assureur crédit, déclarer ses créances à l'assureur, ce qui malheureusement viendra dégrader sa note, etc. Et donc je fais feu. J'écris et là, le client me répond, mais pratiquement dans les 5 minutes, mais à moi tout seul, en me disant, en fait, c'est comme s'il n'avait pas compris que je savais pas qu'il était dans la liste. Tu vois, c'était assez surprenant parce qu'il me dit oui, alors vous dites ça, j'entends bien, mais écoutez, je vais m'arranger. Et du coup, il a enclenché des paiements et c'est devenu un bon payeur. Mais ça s'est fait comme par enchantement. Donc alors que moi, j'étais particulièrement mal quand je l'ai vu écrire. J'ai dit aïe. Donc voilà, petite relancé anecdote. Par inadvertance. Voilà, relancé par inadvertance en parlant de lui à la 3e personne. Enfin bref, c'était assez surprenant. Et finalement, ça s'est bien terminé. Ça aurait pu être une catastrophe, mais ça s'est bien terminé. Et on a besoin d'anecdotes comme ça. Et merci Jérémy d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et oui, à bientôt. Et nous, en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On a également nos 4 autres épisodes qui sont sortis, qui vous attendent sur Spotify, sur toutes vos plateformes. N'hésitez pas à consulter êtrepayé.fr pour toujours plus d'informations et de tutoriels sur le credit management. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain.